faut aussi que les Camerounais retroussent leurs manches et qu'ils travaillent plus durement parce que les temps sont durs. Il ne faut pas que nous vivions dans l'euphorie et c'est pour ça que j'avais dit que l'année sera dure. L'année qui vient ne sera pas facile. Parce que je prévoyais cette chute de nos moyens, je prévoyais la nécessité pour les Camerounais de travailler encore plus dur. Je prévoyais également la nécessité de traquer les détourneurs de deniers publics, les fraudeurs et autres. Je prévoyais la nécessité de combattre l'incivisme fiscal. Ce n'était pas une prophétie. L'homme le plus informé de la République avait toutes les données. Il savait que le Cameroun entrera bientôt dans la zone de turbulence. Et l'année suivante, en 1927, il se fit plus précis à l'Assemblée nationale. L'économie camerounaise, annonce-t-il, se porte mal. Il demande à ses concitoyens de retrousser les manches. Les premières mesures d'urgence sont annoncées, et notamment la rigueur budgétaire et la réduction du train de vie de l'État. Suppression du gaspillage. L'État ne doit plus être considéré comme une vache à lait. À cet effet, j'ai demandé au ministre compétent de procéder sans délai à la révision systématique de tous les textes réglementaires accordant des avantages et des indemnités au personnel de la fonction publique et dont l'application donne lieu à des abus intolérables. Cela porte notamment sur l'utilisation du téléphone, l'utilisation des véhicules administratifs, l'approvisionnement en carburant, la gratuité de l'eau et de l'électricité, les frais de relève, l'ouverture et le fonctionnement des caisses d'avance, l'ordonnancement des pensions. En ce qui concerne la gestion du patrimoine national, renforcement de la rigueur et moralisation, par le contrôle sévère de l'attribution des logements administratifs, la condamnation de tous les abus, la mise en vente de certains logements et l'encouragement des fonctionnaires et agents publics à devenir propriétaires de leur habitation grâce au système de l'épargne logement et de la location-vente. En ce qui concerne les dépenses publiques, économie et contrôle, c'est-à-dire contrôle strict et suppression de tous les paiements non justifiés, réévaluation sans complaisance des entreprises publiques et parapubliques dont le maintien sera désormais fonction de la rentabilité et des performances réalisées. Révision des statuts de toutes les sociétés d'État ou para-étatiques afin d'y limiter les gaspillages et les avantages exorbitants octroyés aux cadres et aux responsables de haut niveau qui y travaillent. Privatisation de certaines de ces sociétés. Fermeture des missions économiques à l'étranger coûteuses et non rentables. Diminution des effectifs dans les ambassades. Le Cameroun, malgré sa solidité, avait donc été rattrapé par la grave récession que connaissait l'économie mondiale. Progressivement, le socle de nos certitudes vacilla. Les Camerounais découvrirent pour la première fois de leur histoire les affres de l'ajustement structurel. Madame Elisabeth Tanqueux, vous êtes vice-ministre du Plan quand le président annonce l'entrée du Cameroun dans la crise économique. Mais quelle est la situation réelle de notre économie? Merci, M. Charles Ndongo. En 86, en fin d'année 86, quand le chef de l'État annonce l'entrée dans notre pays dans une période de crise,
Beaucoup de Camerounais étaient loin de comprendre la portée de ce message. Mais nous, à notre niveau, on avait déjà quelques indicateurs. D'abord, la chute des prix de pétrole. Le pétrole avait connu une chute de plus de 42% en monnaie locale, résultant du double mouvement, d'abord d'appréciation du taux de change de franc CFA en dollars US et de la chute des prix du pétrole en dollars. C'était déjà là le premier indice. Il y a eu dans ce choc au niveau des marchés mondiaux, les fondements des cours de nos principaux produits d'exportation, c'est-à-dire café, cacao, coton et pétrole. Et le manque à gagner, on avait calculé à l'époque, pendant 4 ans, c'est-à-dire les 4 années qui ont suivi, jusqu'en 89-90, le manque à gagner a été chiffré à 1989-90 à près de 1000 milliards, c'est-à-dire le quart de toute notre richesse. Vous voyez, on perd ça en 3-4 ans. Donc ce choc des prix, cette baisse des prix a eu un impact très négatif. Qu'est-ce qui a provoqué cette baisse de tous ces produits en même temps? Voilà. Vous savez, nous produisons surtout les produits, même le pétrole, surtout les produits agricoles d'exportation. Les consommateurs, ce sont les étrangers. Nous exportons tout ça là, puisque nous ne manufacturons pas, nous ne créons pas la valeur ajoutée. Ce qui s'est passé chez nos acheteurs, je simplifie, les Européens et les Américains, arrêtons-nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? La croissance chez eux avait aussi baissé. Dans les pays de l'OCDE et aux États-Unis, les taux de croissance ne se réalisaient plus. Les taux de croissance arrêtés suivant les prévisions n'étaient plus atteints. Les taux de croissance aussi avaient commencé à baisser. Et ce qui se passait chez eux, ce que j'appelais tout à l'heure PIB, c'est-à-dire l'activité globale de leur économie, mesurée par leur production intérieure brute, où ces PIB étaient devenus stagnants. Et dans certains pays, surtout de l'Europe, avaient aussi commencé à baisser. Donc vous voyez, ceux qui achètent chez nous, leur pouvoir d'achat, si je peux ainsi m'exprimer, a commencé aussi à stagner, à baisser. Et leur demande pour nos produits avait aussi baissé de manière assez significative. Et ce qui avait aggravé tout ça là, pour ce qui concerne le Cameroun, c'est que le pétrole, qui était devenu une manne, le pétrole avait subi 2 contre-coups. La baisse de la production chez nous, les réserves s'épuisant au fur et à mesure pendant qu'on cherche d'autres réserves, et la parité du dollar avait commencé à baisser, c'est-à-dire la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies. Pourquoi? C'est cette stagnation du développement de la croissance, même aux États-Unis, entraînant la baisse des demandes, et la monnaie américaine avait aussi ressenti ce contre-coup. Elle était devenue un peu faible par rapport au début des années 80. Or, pour le pétrole, c'est le dollar qui sert de monnaie de référence. Un an après, non simplement la chute du prix du pétrole continuait, mais nous avons connu simultanément la chute des produits de rente. Et sur un seul exercice, nous avons perdu pour plus de 600 milliards de recettes d'exportation. Et ça s'est fait ressentir sur les finances publiques un an après. Alors, nous arrivons à 85-86. Malheureusement, le produit intérieur brut commence à décroître.
Et il va décroître, c'est-à-dire la croissance va baisser continuellement pendant les 7 années qui vont suivre. Et le produit intérieur brut, qui était à 4 280 milliards de dollars en 85-86, va toucher le fond, le plancher, en 1992-93, au niveau de 3 474 milliards de dollars, soit une baisse de 19% en 7 ans. Vous voyez, je prends la période des débuts, là, en 7 ans. C'était une baisse considérable. Puis au même moment, si c'est la crise, vous faites tout pour vendre plus à travers, par exemple, une mesure comme la dévaluation, mais il faut aussi continuer à produire. Il faut continuer à produire. Comme nous y sommes, nous avons eu certains problèmes. Il y a eu une baisse des investissements dont je vous parlais tout à l'heure. Et au niveau privé, et en passant, on reviendra dans le cadre, si on a le temps, de la balance des paiements. Et ce qui s'était passé, je crois, vous croyez, c'est une question de confiance. Les sociétés, surtout d'origine étrangère, ne réinvestissaient plus leurs bénéfices ici. Comme nous sommes quand même une économie libérale, ils effectuaient des transferts de leurs bénéfices vers leur pays d'origine, dont l'investissement avait baissé. Et je crois que le manque de confiance avait fait que les sociétés, quand elles réalisent des bénéfices, elles ne veulent plus prendre des risques pour investir ici. L'État investit aussi. L'État investit aussi. Mais l'État s'était confronté à un problème de gestion déficitaire du budget. C'est normal. Les ressources financières nationales avaient baissé d'une manière drastique et l'impact était tout de suite sensible, visible au niveau des dépenses de l'État. Et lequel État? L'État, à l'époque, menait aussi une certaine politique financière qui cachait beaucoup de dangers. Par exemple, l'octroi des subventions aux sociétés publiques, la garantie, l'aval des emprunts des sociétés publiques. Vous comprenez? Et subitement, ces sociétés publiques, beaucoup n'avaient plus de liquidité, étaient tombées en faillite. Et l'État devait rembourser leurs dettes en même temps que l'État avait sa propre dette publique et avec un service de la dette extérieure. Quand les gens n'arrivent plus à gagner quelque chose, bien sûr, ils n'arrivent plus à envoyer les enfants à l'école correctement. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à pouvoir aux besoins de leur progéniture, ainsi de suite. Donc, je ne crois pas que dans tout le sens, on s'est axé sur les efforts dans tous les sens. On a réduit les salaires des fonctionnaires. C'était le courage de la part du président de la République, c'était un courage de la part du gouvernement. Parce qu'il ne fallait pas que les gens vivent, n'est-ce pas, un mensonge. Il fallait dire aux gens, écoutez, nous sommes sûrs que nous ne pouvons plus payer les salaires de 10 000 francs par mois, mais 5 000 francs, on peut se débrouiller. Et avec le temps, ça va s'améliorer. C'est la simple vérité. Même dans la vérité, surtout la chose publique, il faut être honnête de foi et brave pour dire la vérité. Le président en a fait. Nous avons passé des moments très difficiles. Cette crise a marqué les esprits. D'abord parce que je pense que tout le monde n'était pas préparé à vivre cette crise. Et les gens, subitement, se sont retrouvés à l'intérieur de la crise. Ce qui fait que le temps que les gens se ressaisissent pour dire qu'il faut vivre en serrant la ceinture, il a fallu beaucoup de temps. De courage. De courage, bien entendu. D'abord au niveau de l'État lui-même. Il fallait que l'État serre la ceinture, donne l'exemple. Au niveau de la vie de tous les jours, au niveau du budget de l'État, il fallait ne concentrer que les choses, le budget aux choses essentielles. Ce n'était pas facile. Ensuite, au niveau des sociétés comme les nôtres,
il fallait procéder au dégraissage, il fallait maîtriser l'ensemble des charges d'exploitation pour que les sociétés tiennent la route, pour éviter des faillites retentissantes. On a connu quelques faillites tout à fait retentissantes à cette période. Il fallait donc serrer la ceinture pour tout le monde, et je pense que ce sont des moments qui ont été très pénibles. Comment traverser la crise d'une croissance négative à une croissance positive? Ça a été quelque chose d'assez redoutable. On l'a beaucoup plus, je pense, beaucoup plus durement ressenti que les autres, étant donné que nous sommes ici quand même dans une zone très enclavée, très difficile d'accès, entre guillemets, parce que les moyens de locomotion, de communication et de télécommunication ne sont pas du tout évidents. On l'a vécu durement, mais Dieu merci, grâce à l'abnégation du chef de l'État et du gouvernement du Camerounais, nous sommes en train de voir le bout du tunnel, ça c'est évident aujourd'hui. La crise économique, je parle d'abord d'une crise de confiance, surtout au niveau de l'extrême nord. Il y avait eu des problèmes politiques en 1984. Et tout ça a permis à tout le monde de rester chez soi. Vous aviez un compte en banque, où peut-être vous avez des dizaines ou des centaines de millions. Vous arrivez, on vous dit non, aujourd'hui on ne vous donne que 500 000. Tout le monde a pris peur, tout le monde a enterré son argent. On est resté des années, on a attendu. On a vu que la stabilité était en train de revenir en 88, 90. Maintenant, il y a un autre problème, c'est la démocratie, c'est le multipartisme. Chacun pouvait faire un petit groupe, il dit que ça c'est mon parti politique. Je veux venir au pouvoir, je veux venir au pouvoir. Les autres ont suivi, on s'est rendu compte que c'est un peu du théâtre. Ceux-là qui nous disaient qu'ils voulaient venir au pouvoir, ils sont allés vers le pouvoir, s'accrocher, trouver leur petit compte. Et comme on s'est rendu compte aujourd'hui en 2002, on s'est dit attention, c'est fini. On est avec le système. Quand on dit chez nous, on tient les œufs. On ne veut pas que les œufs se cassent. Donc chacun de son côté va contribuer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement, pour que le système dure le temps qu'il peut durer. Au niveau de l'extrême nord, rencontrer des femmes d'affaires qui font les pays de l'étranger. Nous voyons les agricultrices qui ont des champs, qui produisent et qui cherchent des débouchés elles-mêmes. Nous voyons les transformatrices de jus de fruits. Nous voyons des éleveurs, des femmes éleveurs qui produisent et qui placent leurs produits sur le marché international. Donc, à l'extrême nord, les femmes ne sont pas restées bras croisés. Comment mesurez-vous la sortie des crises aujourd'hui? On le mesure, disons, en allant dans le fin fond du pays. Parce que nous, par exemple, dans notre activité, on est très liés aux paysans, donc aux communautés villageoises locales. Et quand on y va aujourd'hui, on touche du doigt cette reprise, en ce sens que les villageois sont beaucoup plus motivés, nous livrent beaucoup plus de produits qu'avant. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de palpable. Est-ce qu'elle est réelle, cette relance? Vous la ressentez? Disons, nous la ressentons petit à petit, oui. Moi, de mon côté, dans mon domaine précis, je ressens petit à petit la relance économique, effectivement. Ouais. Bon, ce que je peux dire, que tout d'abord, le prix de première nécessité, du produit de première nécessité, ce prix est stabilisé, est resté stable. Ouais. Grâce à cette stabilité, nous avons pu tenir le coup et sentir cette relance économique. Quand l'État traverse une crise d'une telle dimension, c'est le capitaine qu'on regarde. Et nous avons eu un grand capitaine qui a mené le navire avec dextérité. Je pense qu'il faut lui rendre hommage de l'avoir fait. Et je crois aussi que le peuple camerounais a montré toute sa maturité. Parce que comment traverser la crise, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une croissance négative pour passer progressivement à une croissance positive en maintenant les données de l'inflation. Pour éviter une inflation galopante qui aurait obéré tous les efforts économiques entrepris par l'ensemble de la nation.
Je crois que ça a été dur, mais les Camerounais ont donné l'exemple. Et le président, je crois que nous devons lui rendre hommage d'avoir permis à la nation de traverser cette période sans trop de vagues. Parce qu'on a eu très peur lorsqu'il y a eu des dégraissages au niveau de la fonction publique, par exemple, ou la baisse des salaires. On a eu assez peur que ça ne dégénère, mais je vous dis, la gestion d'un pays, c'est le capitaine. Et le capitaine, c'est le président de la République. Il a géré le pays de manière absolument remarquable et nous devons lui rendre hommage pour cela. Maintenant, vous, en tant qu'industriel, est-ce que vous percevez déjà les effets de la relance économique? Oui, on le sent. C'est une relance encore prudente. Il faut dire aux Camerounais. Moi, je connais les Camerounais. Si vous leur dites qu'il y a la relance, tout le monde va commencer à dépenser n'importe comment. Il faut dire aux Camerounais qu'il y a un début de relance économique fragile et que tout le monde doit faire attention dans ce qu'il fait pour que cette période de relance progressivement soit couronnée de succès. Nous avons les atouts entre nos mains et il revient à chacun de gérer ses atouts, chacun à son niveau, avec beaucoup de prudence et beaucoup de maîtrise. Surtout avec beaucoup de rigueur. Il y va de cela, il y va de la prospérité de tout le monde. Je pense donc qu'aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Comment le ressentez-vous, vous, dans votre industrie? Par la demande. Par la demande. Vous savez que quand il y a une reprise, nous, au niveau, par exemple, de mon activité, la demande est très forte. Et on le sent, les gens payent sans trop de problèmes. Et nous, au niveau de nos activités, on a un carnet de commandes tout à fait rempli. Et donc, on sent que les gens, aujourd'hui, vendent leurs marchandises sans problème. Ensuite, le deuxième aspect qui est connu dans le monde entier, c'est que le niveau du bâtiment. Vous voyez vous-même, il ne faut pas être grand clair pour constater que les gens construisent de tous les côtés. Donc, c'est quand même des signes qui ne trompent pas. Je pense que ce début de relance ne sera confirmé qu'avec la sagesse de tout le monde. Il faut que tout le monde soit sage pour que ce passage de la récession à la croissance se passe de manière harmonieuse. Nous avons les atouts. Il y a la remise de la dette, il y a la gestion prudente des finances publiques, il y a la gestion aujourd'hui des entreprises, la saine gestion des entreprises, avec d'une manière générale la réussite de privatisation. Je crois que ça, ce sont des données qui devraient nous permettre d'aller de l'avant et d'avoir une croissance tout à fait, une croissance tout à fait normale et de tendre vers une croissance à 2 chiffres.